Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec mon ami, mon deuxième ligne, mon Racing Man. Il s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas mon cher Théo ? Mais je vais très bien, je suis absolument ravi de partager ce moment avec toi, surtout après un tel week-end de rugby. Mais franchement Thierry, est-ce que c'était pas le pied ? Ah mais franchement, c'était incroyable. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes sur le web en ce moment qui disent ouais, c'est pas la meilleure journée de Six Nations de jamais, un truc de ouf. Donc on a vraiment beaucoup de rugby sur la planche aujourd'hui. On va parler de tous ces matchs-là et bien sûr on a d'autres matchs, mais avant que j'oublie en fait parce qu'il y a quand même des U20 et des scores assez intéressants quand même parce que France qui a gagné contre Pays de Galles 45-12, donc ça fait du bien quand même. Italie qui a battu Écosse 47-14, donc Italie est vraiment sur la bonne voie. Et l'Angleterre, Irlande, tu connais le score ? Non, tu vas me le dire. Tu vois, c'est à la mode maintenant de faire des matchs nuls, c'était 32-32. Ah la vache. Donc ça veut dire que Angleterre est en tête, Irlande deuxième, France troisième, Italie quatrième au Pays de Galles, et ensuite, pauvre Écosse, qu'ils n'ont gagné aucun match pour l'instant en dernier. Encore avec plein de rugby parce que ce week-end, en fait, ce dimanche, il y a toutes les phases finales de ce fameux Rugby Europe Championship. On a tendance à dire 6 Nations bis, mais en fait, c'est plutôt 8 Nations. Je devrais l'appeler comme ça parce qu'il y a 8 nations dedans. Donc, ce dimanche, il y a pour la 7e place, il y a Pologne contre Belgique. Pour le 5e place, il y a Pays-Bas contre l'Allemagne. Pour le 3e place, c'est Roumanie contre l'Espagne. Et pour la première place en finale, c'est Géorgie contre Portugal. Et tu sais où ça va être, en fait ? Non, je ne sais pas du tout. Bah, ça va être à Paris, tous ces matchs le même jour. En fait, ça va être au stade Jean-Bouin. Donc, pour les Parisiens, c'est pas bien loin. Vous allez au stade Jean-Bouin pour regarder toutes ces équipes. C'est quand même fantastique, surtout Géorgie-Portugal. Ça, c'est une super opportunité. Ça va être génial. C'est très bien, tout ça. Donc, si vous êtes Parisien, il n'y a aucun excuse. Il faut absolument aller voir du rugby en live et ça promet d'être un... Redis-nous la date, Thierry. C'est le 17 mars, dimanche, à stade Jean-Bouin. Génial. Et après, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a une autre ligue après celle-là, en fait, donc une espèce de descente et une équipe qui monte. Et en ce moment, l'équipe qui peut peut-être monter, c'est bien pour moi parce que c'est la Suisse, moi qui habite à côté de la Suisse. Et il y a six équipes dans ce tournoi-là qui s'appelle le Rugby Trophy Cup. Et voilà, c'est Switzerland, Czech Republic, Suède, Croatie, Lituanie et Ukraine. Et en fait, comme j'ai regardé ça, je me suis dit, bah, tiens, en 2 semaines, il y aura potentiellement la Suisse contre Croatie à 30 minutes de chez moi. Donc, peut-être j'y vais pour regarder ce match-là avec mon fiston. Ça peut être quand même sympa. Mais comment peut-être ? C'est sûr que tu vas y aller, tu veux dire ? Exactement. Et en plus, s'il monte, ça veut dire que l'année prochaine, je peux aller voir Géorgie et Portugal et tout ça. Ça peut être vraiment cool. Mais à ce moment-là, Thierry, on a une seule solution. Nous, il faut qu'on fasse un deuxième pack de potes, vraiment pour le tournoi B, en fait. Ça va être très bien. In English, cette fois-ci, ça va être pas mal. Bien sûr, of course, in English. But of course. Allez, on va passer maintenant à notre Six Nations à nous, parce que franchement, c'était un week-end de dingue. On va démarrer tout de suite avec l'Écosse contre Italie. Ce match est à Rome et il y a 2 hymnes qui sont vraiment différents, mais tous les deux très très beaux. Pour les Écossais, en fait, il y a un nouveau 9 qui s'appelle Horn, mais c'est pas lui le roi, là c'est King Horn qui est le 15. Il y a aussi Red Patch, Finn Russell, Stein et Van der Mel, et franchement, si tu aimes le rugby, bah, tu aimes les arrières de l'Écosse, il n'y a pas de question. Les Italiens, en fait, ils sont peut-être un peu plus fines au niveau du poids, mais beaucoup de jeunesse et beaucoup d'envie. C'est marrant, je vais juste dire les noms. En fait, il y a plein de noms qu'on connaît. Fischetti, Nicotera, Ferrari, Canone, Negri, Lamerlo, Vincent, Garbisi, Oene, Menoncello, Brex, Capuzzo, c'est que des noms qu'on connaît. Et bien sûr, le petit nouveau ici, c'est Louis Leneg, en fait, qui est un fils d'un star de rugby australien qui a en fait grandi, qui a joué sur des U20 en Angleterre. Alors, Thierry, je vais me permettre, ça va me faire plaisir parce que ce sera la première fois dans l'histoire de ce podcast de te reprendre sur ton accent anglais, puisque il s'appelait Michael Laina et absolument pas Linag. C'est Louis. Oui, non, mais son père, c'était un grand numéro 9 de l'équipe d'Australie qui a fait la Coupe du Monde 91 notamment et qui était un super joueur, Michael Laina. Et donc, bon sang ne saurait mentir. Il a 2 fils puisqu'ils sont nés à Trévise. Il a dû finir sa carrière en Italie, mais il a 2 fils qui portent les couleurs, si j'ai bien compris, de l'Italie, sans doute en équipe de jeunes pour le deuxième. Mais Louis est maintenant dans la grande équipe et il est certainement multinational, mais en tout cas il a choisi le maillot italien et tu vas nous le raconter, mais il a marqué son premier essai pour sa première cape, ce qui est quand même pas mal.
Exactement, merci pour la correction, mon cher Théo. Allez, les premiers points quand même, c'est pour Italie. Garbessi avec le sourire car le ballon tombe sur le sol comme contre la France quand il voulait faire son coup de pied. L'Écosse démarre leur attaque. Menoncello et la défense italienne le fait reculer, mais sur un ballon bizarre, les Écosses avancent. Très chanceux, dit les présentateurs, et c'est vrai, 7-3 à 8 minutes. Pour l'instant, plus de points qu'il y a de minutes dans ce match. L'attaque écossaise est vraiment en mode turbo maintenant. Stern marque facilement contre Capuzzo grâce à ses 20 kilos de plus. 14-3 devient 14-10. Bravo à Brex qui a suivi le coup de pied de son 9. Toujours plus de points que 2 minutes pour l'instant. Nico Terra, le talonneur d'Italien, me pressionne beaucoup. Et bien sûr, celui Leineg m'impressionne aussi. Il est très présent. Kinghorn galope et Finn Russell tente des choses. Quelques pénalités contre les Italiens qui malheureusement annulent un contre potentiel 17-10. L'Écosse intercepte le ballon, Finn avec un 50-22 tranquille et c'est Schumann qui va marquer son essai. Il est sans ses cheveux longs qu'il a coupés pour donner à la charité 22-13 à la 35e minute. Toujours plus de points que 2 minutes. Quelques minutes de folie, je suis essoufflé en regardant. Le 6 écossais Christie, avec son deuxième contre, je pense, traverse le terrain, mais Brex est là pour l'Italie. Ensuite, c'est Capuzzo qui était proche à marquer un essai, sauf il y a un hold-up Sulaf par Van der Mel. Les Italiens ne sont pas loin, mais ça finit 22-16 pour le mi-temps. Démarrage pour le deuxième mi-temps. Hugh Jones, il va faire le boulot pour faire marquer le petit prince Horn, le 9, mais retournement de situation, l'essai est annulé, et puis essai pour le nouveau Leineg. Leineg. Ouais, Leineg. Essai pour le nouveau 14, Leineg d'Italie. Pauvre Garbessi, s'il n'arrive pas, les poteaux ne sont pas ses amis en ce moment. 22-21, toujours l'Écosse. La touche italienne manque un peu de pression. L'Écosse font des erreurs aussi. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, en fait, mon télé a bugué. Jolie image du toit du stade. À 56 minutes 27, si vous vous souvenez, c'est le livreur de pizza de Domino's. Il délivre son essai avec un course de 30 mètres, mais c'est le 9 remplaçant qui va la marquer, c'est Varney. 28-22 pour les Italiens. D'un coup, Italie gagne sur le jeu de pied, mais le numéro 9 remplaçant Varney ralentit tout. On ne peut pas jouer comme ça, il reste 20 minutes. C'est comme ils n'ont pas l'habitude de mener en score. L'Italie a des opportunités, Garbessi passe le coup de pied. Je me rends compte que j'ai vraiment envie que les Italiens gagnent. En fait, ils sont 9 points d'avance. Tout le monde est épuisé dans ce match. On faut un TMO pour prendre du repos. Pénalité finalement contre l'Italie. Pénal touche à 3 minutes à la fin pour l'Écosse. Essai sous les poteaux, 31-29. 2 minutes et on a 2 points d'écart. Les Écossais donnent tout ce qu'ils peuvent. Ils remontent le terrain petit à petit. Quel suspense incroyable. Et finalement, en avant. Et voilà, première victoire en 11 ans, je pense, pour l'Italie. Et moi, perso, j'ai célébré avec un super bon pizza. Ouais, c'est un match où on est à la fois désolé pour les Écossais, qui est une équipe qu'on aime beaucoup, et tellement heureux pour les Italiens. Parce que ils méritent, ils sont passés un souffle la semaine dernière d'aller battre les Français à Lille. Là, ils font effectivement un gros match à nouveau. Et au-delà de la victoire, qui est déjà en elle-même une super nouvelle et une magnifique performance, c'est surtout d'enchaîner des matchs de haut niveau qui commencent à être vraiment sympas pour cette équipe italienne. Ça fait un petit moment qu'on dit qu'ils ont une très belle génération. Garbisi en fait partie, il en est un petit peu le porte-étendard. Je savais absolument pas que Michael Laina avait des rejetons italiens qui joueraient avec cette belle crinière blonde dans l'équipe d'Italie. Et effectivement, c'est très sympa de voir ça. Mais franchement, pour le rugby italien, c'est formidable. Il y avait d'ailleurs dans le stade de Rome, on l'a vu, une ambiance absolument à tout casser. Les mecs se tombaient dans les bras et tu l'as très bien dit, ils savent pas être devant. Donc ils étaient morts de trouille de se faire reprendre. Ils savaient pas quoi faire. Ils attendaient qu'une chose, c'est que le temps passe. Et c'est pour ça que l'émotion a été aussi forte au coup de sifflet final. Franchement, voilà, chapeau aux Italiens. Tu l'as dit, en U20, ils commencent à s'en sortir. Ça reste un tout petit sport en Italie, mais ils sont en train de se faire une petite place au soleil et je trouve ça mérité et chouette. Ouais, depuis le temps qu'on fait ce pod, on voit une vraie évolution de cette équipe au niveau de, on va dire juste capacité physique aussi, de vraiment tenir la route et de faire face aux grandes équipes comme ils peuvent. Et là, ça fait vraiment plaisir, comme tu dis. Mais je me demande à quel point c'est à cause de nouveaux coachs aussi qui a soufflé un peu de nouveauté qui est là. Parce qu'avant, c'était quand même le All Black, que le nom m'échappe à l'instant, mais le All Black avec on va dire un certain âge qui arrivait même pas à prononcer le nom de Capuzzo
Capuzzo, j'avais l'impression qu'il connaissait pas forcément son équipe. Et là, j'imagine, ça fait du bien quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix, effectivement, de mettre un entraîneur latin, puisque Gonzalo Quesada, c'est pas un Italien, mais c'est un Argentin. Donc, je pense que culturellement, il était sans doute un petit peu plus proche que les derniers coachs qu'ils ont eus, que ce soit effectivement Nick Mallette ou autres, avec lesquels ils ont eu des résultats, ils ont fait progresser ces équipes. Mais d'une certaine manière, il me semble qu'un homme de culture latine, certainement, sait mieux leur parler. Et Gonzalo Quesada, c'est aussi un homme issu d'une petite équipe, même si l'Argentine a énormément progressé, mais l'Argentine a mis du temps à arriver là où elle est maintenant, et je pense qu'il connaît ça de l'intérieur aussi, et je suis persuadé qu'il trouve les mots dans le discours pour parler à cette équipe qui essaye de se faire une place au soleil comme les Pumas l'ont fait. Et finalement, c'est sans doute cette recette-là qui est la meilleure d'un point de vue global sur l'accompagnement au-delà de la technique, mais aussi psychologique, et comment se situer par rapport à des nations toujours présumées plus fortes, ce que les autres coachs ne savent pas faire, parce que quand tu es sud-africain, néo-zélandais ou autre, ben, tu joues à armes égales avec les meilleurs du monde. Je pense que ça compte. Personnellement, j'ai adoré le match des deux centres. Ils étaient vraiment incroyables. Juste au niveau de plaquage et la férocité qu'ils ont entré. Parce qu'en face, il y a quand même du lourd, en fait. Et c'était vraiment impressionnant. Et aussi de voir Capuzzo, qui est tout petit face à Van der Mel, par exemple. Mais il jouait un peu comme le Sudaf, le petit Sudaf. Colby. Comme Colby, dans le sens qu'ils essaient vraiment de couper à l'extérieur, de venir très vite sur l'homme, et surtout à la fin du match, ça a très bien marché en fait. Il a coupé le sortie de ballon assez rapidement. Et bon, franchement, Menoncello, il fait un Six Nations de dingo, et je pense qu'il devrait être si on en a 15 de Six Nations, il est forcément sur cette équipe au niveau de centre, parce que ça fait plusieurs matchs maintenant qu'il est incroyable. Oui, et à contrario, Van der Merwe a été assez discret sur ce match. On sait quel joueur de talent c'est. On l'a vu contre nous, ou on l'a vu dans les premiers matchs, en tout cas, de ces 6 nations. Et là, il n'a pas fait grand-chose. Il a été un peu emprunté. Il a essayé, mais cette fois, c'est pas passé. Donc, ça veut dire que, encore une fois, le rugby est avant tout un sport collectif. Il suffit pas d'avoir des bonnes individualités. Je pense que les Écossais se sont un peu, tout simplement, laissé surprendre par l'énergie des Italiens et par la volonté de faire qu'ont mis les Italiens. Les Italiens ont fait aussi un gros match devant, et c'est là que ça commence au rugby. Tout simplement, ils ont été plus forts sur ce match, et je trouve que leur victoire est entièrement méritée. Comme tu dis, un gros match avant. J'ai pas parlé de 27 plaquages quand même de leur capitaine Michel Lamaro quand même. C'est complètement fou, 27 plaquages. Il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est complètement fou. C'est le plus de jamais, en fait. C'est le record. C'est absolument monstrueux. Ce qui veut dire aussi que les Écossais ont quand même eu beaucoup le ballon, parce que si tu fais 27 plaquages, c'est que tu es souvent en train de défendre. Et pour autant, c'est les Italiens qui gagnent. Oui, c'est l'Italie qui a gagné, et comme je t'ai dit, je suis allé manger un bon pizza. J'étais par hasard à Bourg-en-Bresse avec mon fiston, et donc je suis allé déjà voir un match de basket et pro. En fait, basket, c'était Bourg-en-Bresse contre Cholet, tu vois. Et franchement, c'était superbe. Allez voir un match de basket en live, et quelle ambiance! 3500 personnes avec des petites activités. Chaque fois il y a un time-out. Il y avait plein de monde, et beaucoup de femmes aussi. Je trouvais ça très intéressant. Ils boivent nettement moins de bière, en fait, dans un stade de basket, j'ai trouvé. Mais franchement, super ambiance à Bourg-en-Bresse pour aller voir un match de basket. Et je faisais beaucoup à Paris d'aller voir les matchs de jeunes, on va dire, parce que avec mes enfants, ça coûtait pas grand-chose. J'étais allé voir un match, c'est sympa. Mais là, vraiment, un super moment en Bourg-en-Bresse. Et par la suite, je suis allé manger un pizza en fait, c'est déjà meilleure pizza napolitaine de France. Il s'appelle Johan Mormil. C'est un ancien rugbyman qui a ouvert, il a commencé avec un food truck, avec un pizza truck, et finalement, qui a un centre-ville de Bourg-en-Bresse. Il a un restaurant qui s'appelle Pulcinella, si je le prononce bien. Et pas juste ça, en 2023, il est devenu World Champion. Il a le titre de champion du monde de la pizza napolitaine. En 2023 à Las Vegas. Donc, et bien sûr, il y avait le match, je pense que c'était Toulouse-Perpignan, je pense, à la télé. Et franchement, c'était un super moment. Donc, je vous invite, si vous passez par hasard à Bourg-en-Bresse, allez voir un match de basket, et par la suite, allez en centre-ville pour aller manger à Pulcinella. C'était vraiment un super moment.
Alors, que le champion du monde de la pizza napolitaine soit à Bourg-en-Bresse, là, tu m'en bouches un coin, Thierry. Là franchement, celle-là, c'est quand même la meilleure de l'année, mais la meilleure pizza, visiblement. En tout cas, ce que je vois, Thierry, c'est que pour un bon Américain comme toi, il y a toujours une bonne raison de manger une bonne pizza. Et de voir du sport live, ça fait toujours du bien aussi. Comme je suis allé voir le match de basket, j'ai pas pu voir ce match en live. Quel dommage. C'était Angleterre-Irlande, un sacré bataille contre deux grandes équipes. On est chez les Anglais. Il y a Genge, il y a George, il y a Cole sur la première ligne, Itoje en deuxième ligne, Earl qui impressionne beaucoup en 8. Ça, c'est des gens connus dans les arrières. Beaucoup de nouveaux têtes, en fait. Il y a surtout Freeman, Fairbanks et Faye Wabuso, si je le prononce bien. En Irlande, vraiment costaud, comme on le connaît, Porter, Furlong, le jeune McCarthy en deuxième ligne, Vanderflyer et Doris the Explorer, Gibson Park, Aki, Lowe, Keenan, que du costaud. 3-0 tout de suite pour les Irish, mais Angleterre tout de suite aussi dans le match avec Ollie Lawrence qui rafute le 10 Crowley et il marque son essai 5-3. Ça donne des idées à Aki et Lowe, mais la défense anglaise est solide, tout comme leur mêlée et leur touche aussi. C'est comme leur attaque à but de la potion magique aujourd'hui. Chez les Verts, il n'y a que Aki et Vanderflyer qui brillent pour l'instant. 8-6 pour Angleterre. Ford aime les drops, mais pourquoi pas. Les Anglais sont un peu tricky en touche avec des combis inattendus. Tajburn sauve l'essai avec un grattage et Genge fait un déblayage de malade, voire illégal sur Furlong. Ollie Lawrence va marquer son deuxième essai, mais non, petit en avant. Heureusement pour les Verts, Ford rate son coup de pied, les Verts sont sous pression. Aki arrive à avancer un peu et quand il n'a pas le ballon, il gratte le ballon. 12-8 pour Irlande pour le premier mi-temps. 12-8 pour Irlande pour le premier mi-temps, mais on dirait qu'il perd ce match. Oui, 12-8 à la mi-temps pour les Irlandais, c'est totalement inespéré parce que dans ce match qui a commencé, mais tambour battant, les Anglais ont fait une entame de match de folie, absolument de folie. Ça a duré 20 minutes. Les Irlandais ont vraiment eu de la chance de ne pas se faire distancer au score, tant les Anglais ont mis de pression sur le début de match. C'était absolument top. En revanche, très vite, on voit quand même qu'effectivement, côté irlandais, ils ont des très grands joueurs. Aki, le premier ballon qu'il prend, mais c'est un déménageur dans la défense anglaise, c'est un truc de fou. Et il y a plein de petits gestes qui montrent qu'ils ont des très grands joueurs. Vanderfleet, tu l'as cité, à la 25e sur Slade, il le plaque, il le tient debout, paf, derrière, c'est ballon récupéré par les Irlandais. C'est des gestes de classe et de grande qualité technique qui maintiennent l'équipe d'Irlande à flot, alors qu'elle était assez quelconque. À la 30e, ils avaient pris 5 pénalités, ce qui est très rare pour les Irlandais. Et donc, ils étaient, de fait, pas dans un grand jour. Mais ils ont de telles individualités qu'ils ont quand même réussi à tourner devant à la mi-temps. Très honnêtement, c'était vraiment pas de bol pour les Anglais. Et on va voir une deuxième mi-temps de folie. Je te laisse la décrire. Mais c'était dingo. Ouais, c'est marrant que tu parles d'Aki parce qu'il y avait un moment où je pense que c'était Chessum qui l'a plaqué et je pense que c'était Ollie Lawrence qui était super content et super fier. Ouais, mais en fait, Chessum qui était ouais. Et après, il dit, aïe, en fait, l'épaule, ça fait hyper mal de plaquer Aki. Il avait l'épaule dans la boîte à gants. Bon, bref, il a continué de jouer, Chessum. Donc, Allez, deuxième mi-temps et feu vert pour les Irish. Lowe va marquer dans le coin. Très joli travail des arrières. Réponse immédiate pour les English, c'est le 15 Fairbanks. Très joli travail des avants maintenant qu'ils ont fait les passes nécessaires. Le coup de pied, tous les deux sont ratés. 17-13 pour les Verts. Autour de 53 minutes, on change pas mal de monde. 57 minutes, on a Ben Earls qui va galoper. Le capitaine Vert va faire un bêtise, carton jaune. Ben touche molle et après un peu de travail, c'est Earl qui va marquer l'essai. 20-17 pour Angleterre. Irlande est à l'attaque, mais Itoje est là. 9 minutes à la fin et Lowe va faire sa doublée, mais la transformation est ratée par le jeune Crowley. 22-20 Irlande. Pénalité ratée pour l'Angleterre. Il tente tout. Une petite minute à jouer. Une grosse percée par la 11 qui a fait un sacré match. Le ballon finit dans les mains de Marcus Smith qui presse à faire le petit drop de la victoire. 23-22 pour nos ennemis adorés, les English. Franchement, le tournoi Destination, dans ces moments-là, c'est vraiment une des plus belles compétitions sportives du monde. C'est absolument extraordinaire. Ce match, il fallait être à Twickenham pour le vivre. Je pense que ça a dû être des émotions, mais merveilleuses et fantastiques, parce qu'il y avait tout dans ce match. Il y a eu une vraie dramatique, avec un chassé-croisé au niveau du score, une issue très incertaine tout au long du match. En même temps, on sentait que les Anglais y étaient, et en même temps, il y avait ce côté quasi invincible de ces Irlandais ces dernières années,
qui avançait comme un paquebot sur la banquise et t'avais la banquise blanche qui résistait et puis le truc cassait quand même. C'était absolument phénoménal. Leur ailier, Love, a fait une mi-temps encore de malade. Il est insubmersible. Lui, il prend le ballon dans l'aile avec un peu de champ. Il y a essai, quoi. C'est systématique. Il balance des coups de pompe de 60 mètres. Il est absolument infernal. Quand il y avait trop de blessés, là, je sais plus, à un moment, Gibson Park se retrouve à l'aile. Il a fait une prestation à l'aile, mais de folie. C'est-à-dire que lui, il pourrait jouer ailier aussi. Il a été absolument super bon. Et puis, on a vu, côté anglais, un Ben Earl stratosphérique. C'est-à-dire que il y a une faute assez grossière de O'Mahony où il prend le carton jaune, mais avant ça, Earl, qui à la sortie de la touche, qui traverse à moitié le terrain, etc., et qui ensuite, après une série de temps de jeu, vient marquer. Bon, il a été man of the match, hein, Earl, il a été extraordinaire. On voit aussi une super rentrée d'un Dre 2 qui aurait plu à notre Charlie, parce que Cunningham, il rentre, il fait 2 rushs, mais de malade, il rentre peut-être à la 65e. Ben lui, il n'a pas loupé son entrée. Et enfin, à la fin du match, où franchement, ça devait basculer pour les Anglais, et je trouve ça entièrement mérité parce qu'ils ont été plutôt meilleurs sur le match, il y avait pénalité, hein. Donc si Marcus Smith n'avait pas eu le panache de tenter le drop, il pouvait faire un petit en avant, il y aurait eu pénalité, ils auraient gagné quand même. Donc ça veut dire que ils ont été chercher sur le fil cette victoire, mais ils ont mis les ingrédients pour aller la chercher. Et franchement, moi j'ai un copain qui m'a balancé sur le WhatsApp, j'ai eu honte et j'ai aimé les Anglais. Mais on est obligé, c'était fantastique. Moi aussi, j'étais pour eux à la fin. Et franchement, les Anglais, quand ils sont comme ça, ils sont déments. Et on a retrouvé les Anglais. Donc moi, j'aime cette équipe quand elle est comme ça. Et dis donc, qu'est-ce que ça va être comme crutch la semaine prochaine? Mais ça va être très, très chaud. Parce que arriver à faire ça contre les Irlandais, je pense que c'est autre chose que ce qu'on a fait, qui était très bien malgré tout, contre des Gallois beaucoup plus faibles. Donc, pour moi, en dépit de notre victoire hier, et on va en parler après, on n'est pas favori sur ce crunch, et les Anglais, pour moi, sont une sacrée écurie quand ils jouent comme ça. Ouais, et ce qui était impressionnant, c'est quand même, il me semble que les deux deuxièmes lignes qui a joué plus, je pense, tout le match, presque, j'ai pas les stats devant moi, mais il y avait tous les troisièmes lignes qui étaient remplacées, et après, et première ligne aussi, mais tu voyais toujours, il s'appelle... Chesson et Itoje. Non, Martin. Il s'appelle Martin, en fait. Il y avait Martin et Itoje qui étaient sur le terrain pendant un bon bout de temps, ces deux-là. C'est assez impressionnant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si on se souvient d'un match contre l'Écosse, l'Angleterre a bien démarré en attaque, en fait. Moi, j'avais peur d'eux. Et c'est l'Écosse qu'ils ont pu jouer à leur niveau. Et ça, c'est bizarre. On n'a pas parlé de ça, mais quand même, j'ai l'impression que l'Écosse joue à les niveaux de leur adversaire, en fait. Et quand contre nous, OK, ils jouaient à notre niveau. Et contre l'Italie, ils ont joué à leur niveau. Mais contre l'Angleterre, ils ont pu hausser un peu le chose. Ça va être intéressant aussi pour voir ce qu'ils vont arriver contre l'Irlande. C'est un peu ça. Je pense quand même que ça va être très compliqué à Dublin parce que les Irlandais viennent de perdre pour la première fois depuis un certain temps. C'est quand même une contre-performance. Ils visaient un deuxième grand chelem d'affilée et finalement ils viennent mourir à 1 point pour se donner le droit et la chance d'aller chercher leur grand chelem deuxième d'affilée à domicile à Dublin. Donc ils vont être extrêmement vexés quand même. Donc j'aimerais pas être écossais là parce que le programme des Irlandais de samedi prochain, c'est vraiment de rétablir les valeurs et de leur marcher dessus. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que les Écossais s'en sortent avec un exploit et parviennent à renverser la table à Dublin. Malheureusement, j'y crois pas trop. Oui et non, parce que c'est intéressant de voir Irlande, on a tous dit qu'ils sont invincibles en fait. C'est bizarre de les voir faibles parce que même dans leur première mi-temps, c'est pas eux qui menaient le match, même s'ils menaient le score, ils menaient pas le match. Surtout leur première mi-temps, c'est surtout leur première mi-temps qui est pas bonne. La deuxième est quand même pas mal. Les Anglais sont revenus comme des fous et ils ont emporté la décision avec l'énergie, le 16e homme, etc. Mais c'est surtout la première mi-temps des Irlandais qui est pas terrible. Et les Anglais, effectivement, je trouve sur ce match, méritent la gagne complètement et très honnêtement, je trouve ça chouette qu'ils soient revenus à leur niveau. Je suis content aussi pour leur coach qui était un peu en difficulté, puis à la Coupe du Monde ça allait mieux et puis après c'était moyen, etc. Là, il a montré quand même qu'il sait trouver les mots pour rassembler cette équipe en ordre de marche pour les grands rendez-vous et les très grands rendez-vous. Donc moi, quand le rugby est comme ça,
j'ai plus de casquette, j'ai plus de drapeau. Je trouve ça trop beau, tout simplement. À la fin du match, j'étais fou. Je me disais, mais les gens qui sont dans le stade, mais ils doivent être tellement heureux, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport, cette capacité à être derrière et avec un coup repasser devant, hein, qu'on en a déjà parlé, contrairement comme au basket, par exemple, où tu es derrière de 1 point ou de 2 points et que tu mets un 3 points, tu repasses devant, donc tu passes de l'enfer au paradis en une action, ce qu'a fait Marcus Smith. C'est vraiment génial, ça donne des dramatiques exceptionnels. Et là, à Twickenham, qui est un temple du rugby, il y a encore eu une grand-messe du rugby britannique, et bravo à tous les acteurs de ce match. Bah, tu sais, aux États-Unis, on dit que quand tu joues à la maison, ça vaut 3 points. Je pense que peut-être Twickenham, ça vaut un peu plus quand même, parce que c'était très important. Tiens, il y avait Martin et Lawrence qui ont tous les deux pour l'Angleterre. Ils avaient 14 plaquages chacun. Et le nouveau ailier, là, Emmanuel Feyi-Wabuso, première titularisation, il est très très bon, je trouvais aussi. Il était très présent. Et je voulais juste dire, le 9, finalement, Mitchell. Et je trouve qu'il est pas mal, en fait. Il est bon. En tout cas, parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de 9. En tout cas, il a fait un très bon match. Il a énormément animé. Il a provoqué. Il a su porter le ballon plusieurs fois au ras. Donc, il a quand même resserré la défense irlandaise à plusieurs reprises. Il a fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, un super match. La rentrée de Marcus Smith est excellente. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du punch, pas se poser de questions, et du panache. Et il a très, très bien lancé sa ligne d'attaque. Mais l'homme du match, c'est quand même Earl, qui a été exceptionnel. Le numéro 8, il a fait un match en attaque comme en défense. Il était absolument partout. Il a gagné, je crois, 110 ou 115 mètres ballon en main. Il a été absolument exceptionnel. Et je pense que la semaine prochaine, à Lyon, on a quand même du souci à se faire s'ils sont à ce niveau-là. Bon, après ce match-là, j'ai pas mangé du roast beef, hein, mais on va passer directement à France, Pays de Galles. Des matchs toujours proches avec les Gallois. On n'est jamais à l'abri. Et surtout, ce week-end, nous a appris une chose, c'est que no one is safe dans ce 6 nations, surtout ce week-end. Les arrières sont assez jeunes chez les Rouges, que Adams, qui est assez connu. Il y a des jeunes aussi chez les Bleus, de Portière et Lio Barré et Miafou, avec des titulaires et Marchand qui est de retour. Il y a un chanteur, je vous invite, nos chers écouteurs, je parle assez souvent de Squidge Rugby, qui est un Anglais qui aime bien l'Écosse quand même. Il fait des super vidéos sur YouTube. Il a fait un sur le Pays de Galles, et le monsieur qui chantait, en fait, avant le match, il explique plein de bonnes choses par rapport à des chansons fétiches des Gallois. Et franchement, c'était un magnifique Land of Our Fathers. Ça allait être difficile pour surmonter toute cette émotion. Il fallait qu'on les sonne rapidement, mais non, c'était 3-0 très vite pour les Rouges. Nos Bleus, quand même, ils ont un truc à prouver. On a oublié les petits coups de pied à suivre, on avance ballon en main, on protège le ballon, et d'un coup, pendant que le stade chante Bon Jovi, on joue un très beau rugby. 3-3, première séquence pour notre défense, et malgré des plaquages offensifs de Marchand, par exemple, Rio Dyer, il va percer notre mur, et c'est très intelligent, 10-3 pour eux. Il faut qu'on soit malin pour gagner ce match. Notre mêlée qui pèse presque une tonne pèse son poids, et voilà, on marque 3 points, 10-6. On a des jambes, et Léo Barré fait du bien, on perd un petit touche, le capitaine rouge nous embête, et finalement, très jolie action pour notre attaque, c'est Gaël Ficou qui va le finir. 13-10 pour nous, the Blues are back, baby. Qui ne saute pas n'est pas français, en direct de Cardiff, mais les Gallois reprennent directement le 9 Williams. C'est un week-end de dingo, ça va être un match. De Garec, très impressionnant, très présent, il donne des balles rapides pour les gros, et la petite coup de pied à suivre pour Louis Bébé, mais ça ne marche pas. Pas grave, il va s'en charger lui-même avec un essai 20-17 pour nous. Meafou reçoit tous les coups d'envoi, Le Grec avec un Chistera à la lissade, mais Louis Bébé et Desportière n'arrivent pas à finir cette action. C'est 20-17, la France en tête pour le mi-temps. Ouais, j'étais pas complètement serein à la mi-temps, même si on menait. Tu as noté cette Chistera qui a fait un peu le tour du monde et le tour des réseaux, parce que elle est extraordinaire, et je pense qu'elle en dit beaucoup sur ce garçon, c'est-à-dire que c'est un gars qui se met pas la pression et qui est un passionné du rugby. Ça se voit complètement. Je pense qu'il fait partie de ces gamins, et on en parlait l'autre fois, qui pensent, qui dorment, qui mangent, qui font tout au rugby, en fait. Et faire un geste comme ça, c'est l'avoir fait 50 000 fois à l'entraînement, et savoir qu'on peut balancer 40 mètres de passe droite à l'aveugle, et que probablement ça tombera dans une zone intelligente. Et ça veut dire que il a peur de rien. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. On était
hyper déçu qu'il n'y ait pas essai à la fin. Ça tient à très peu de choses. Ils n'ont pas eu de bol là-dessus. Mais moi, sur cette première mi-temps, j'étais plutôt inquiet parce que ça m'a fait penser un peu à la première mi-temps de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. C'est-à-dire des choses magnifiques, des convictions, des temps de jeu, des essais, tout en fait, mais aussi des essais donnés bêtement. Parce que les 2 essais qu'on prend en premier mi-temps, on ne doit pas les prendre. Ce sont des défaillances de la ligne défensive plus que de l'individu. C'est parce que la ligne était un peu en dents de scie les 2 fois que finalement l'individu se retrouve dans l'impossibilité de réussir son plaquage. Et donc, c'est 2 fois un petit échec collectif de montée défensive parce qu'il y a eu 1 ou 2 temps de jeu ou un ballon un peu improbable. Et ça, je trouve que ça ressemble à des fautes de concentration. Ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit, ils sont là, ils sont présents, mais ils donnent des points. Et on sait que donner des points au rugby, souvent on le paye à la fin. Ouais, il y avait un moment où il y avait un stat pour Pays de Galles, 3 fois dans le 22 avec 3 essais, donc 7 points par fois dans le 22. Et pour nous, c'était pas du tout le même. Je pense que c'était 1 point, quelque chose comme ça. Allez, deuxième mi-temps, essai rouge, méga vite. Et ça compte ça, en fait. Il me semble qu'il a roulé un peu. 24-20 pour eux. On est en train de reprendre, mais petit en avant de Olivon pour Barret. Et deuxième passe en avant encore. Les Poireaux tentent des côtés avec des passes au pied. L'arbitre essaie de plaquer Ramos. Les finisseurs vont arriver, notamment l'immense Colombe de La Rochelle. Penaud se chauffe, Ramos rafute et les Bleus sont aux portes des Gallois. Et oui et non, Aldrit manque le contrôle. Encore un mêlée, encore on le gagne, mais là on perd le 3e. Pas de points et c'est dommage. Allez Penaud, allez Colombe, encore un faute pour les Rouges. Au moins, on prend les points cette fois-ci. 24-23, toujours pour eux. Allez Penaud, allez Colombe, Théomo, mes fesses, on n'a pas besoin, on a marqué. Bravo Colombe, 30-24. Notre défense voit rouge, Louis Bébé avec un plaquage de ouf et Tao Fifenois avec le contre et l'essai de bonus. Théoma Ramos est parfaite aujourd'hui pour l'instant, 37-24. Et finalement, on voit un peu d'émotion chez Fabien Galtier. 10 minutes encore, 13 points d'avance. Les Gallois n'en peuvent plus. On ajoute 3 points de plus. 40, ça fait du bien quand même. Penaud nous offre une petite opportunité en grattant le ballon. Le Q va marquer la dernière essai. C'est un peu poétique parce que c'est la première de sa carrière en bleu. Tout le monde est content pour lui. 45-24 avec un Marseillaise à Cardiff. Oui, on va commencer par la fin. C'est vrai que cet essai pour Lucu, il est très bienvenu parce que on se doute que dans sa tête, c'est quand même compliqué. Il était la doublure d'Antoine Dupont. Il chope le galon de titulaire parce que Antoine Dupont est parti jouer au rugby à 7. Il fait 3 matchs clairement décevants. Il se fait piquer la place par un petit jeune de 21 ans qui est élu man of the match et qui fait un match de folie. Donc c'est quand même, je pense, psychologiquement très difficile. Donc qu'il ait marqué un essai, son premier essai en bleu à la faveur de sa rentrée, je trouve que c'est un petit clin d'œil des dieux du rugby qui lui disent « T'inquiète pas Max, ça reviendra, t'es encore un bon joueur, un grand joueur, et c'est pas fini ta carrière en bleu. » Donc ça, c'était vraiment super chouette. Après cette mi-temps, on a à la fois assisté à une montée en puissance totalement impitoyable des Bleus, avec notamment un banc des remplaçants qui a fracassé l'équipe galloise quand elle est rentrée, parce que ce soit Colombe, Movaka, Taofifenua, ils ont été exceptionnels. Ils ont marqué. Quand tu as un axe droit de la mêlée titulaire qui est Antonio Meafou, et que quand ils sortent, tu fais rentrer Colombe, Taofifenua, on est quand même gâtés, quoi. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui font 145 kilos et qui savent jouer au rugby à ces 2 postes-là. On a un axe droit de la mêlée qui est indestructible, titulaire et remplaçant compris. Et évidemment que ça compte. Ils leur ont quand même fait très mal dans l'axe et devant. Et ensuite, on a eu la chance de retrouver, pour moi aussi, un très grand Ficou qui marque son essai en première mi-temps, mais qui fait une superbe prestation défensive dans l'ensemble, et un grand Damien Penaud. On n'avait pas vu ses déboulés sur l'aile. Il lui a manqué qu'un essai. Je me disais, mais j'espère qu'il va en marquer un. C'est pas possible, c'est tellement mérité. Ouais. Il a fait des super déboulés sur l'aile comme on aime les lui voir faire, c'est-à-dire inarrêtable. Et derrière un de ces déboulés, il y a Le Garec qui récupère le ballon de façon acrobatique, etc. Il y avait un côté magique dans cette deuxième mi-temps où effectivement les Français marchaient sur l'eau et on avait l'impression, très sincèrement, que ayant pris le score,
ils étaient en train d'évacuer et de vider toute la frustration accumulée depuis 4 mois. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est là, maintenant, qu'ils ont digéré la défaite contre les Sudaf. C'est là qu'ils l'ont digéré. C'est dans cette mi-temps où ils se sont dit, le passé, c'est le passé. Maintenant, on a une équipe qui est capable de tout et regardez ce qu'on sait faire. Et ça, c'est formidable. C'est le moment qu'on attendait. On n'était pas sûr d'avoir ce moment-là à ce tournoi. On l'a eu. Et quel bonheur sur le scénario, parce qu'en plus, le score est large. Les mecs, ils voulaient pas partir du stade. Ils tournaient à pied dans le stade. Il y avait leurs enfants. Ils prenaient des photos avec leurs copines. Ils en pouvaient plus d'être là, en fait. Et puis, moi, j'ai adoré quand Nolan Le Garec sort. Il est dans la tribune. On voit sur le grand écran Man of the Match de Nolan Le Garec. T'as les mecs derrière qui lui donnent des petites tapes en disant hey, oh gamin, t'enflamme pas quand même. Mais j'adore ça, quoi. C'est tellement rugby et l'huile à la banane. C'était absolument topissime. On est évidemment un peu déçu pour les Gallois parce qu'ils se sont quand même fait passer sur le corps, c'est incontestable. Mais qu'est-ce qu'on est soulagé pour les Français. Et ça annonce un sommet du rugby la semaine prochaine parce que ces Français-là, avec ce niveau de confiance, qui vont affronter les Anglais avec ce qu'ils ont montré contre les Irlandais, mais ça va faire boum, ça va être génial. Donc la semaine prochaine, pas question d'aller manger une pizza au moment de ce match, hein, Thierry. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est marrant parce que dans le début de ce match, en fait, j'étais content de retrouver nos Bleus, en fait. Et tu vois, le premier mi-temps, il y avait un truc où, en fait, c'était cette première fois où on a eu le ballon, où on a juste marché, bop. On n'a pas fait des petits coups de pied qui servent à rien. On a juste pris le ballon en main, on a protégé nos copains et on a avancé et on a pris 3 points. D'un coup, j'étais, oh, ok, oh, ouf, on a retrouvé quelque chose. On a retrouvé notre équipe. Et même, genre, deuxième mi-temps, je disais, même si on perdait, ça va. J'étais content en fait parce qu'on a retrouvé une espèce d'espérance, un espoir. Ouais, on est sorti du marasme psychologique dans lequel on était empêtré, c'est tout. Donc, est-ce qu'il fallait ce temps? Est-ce que le staff a trouvé les mots? Est-ce que le retour des uns, je sais pas quoi, je sais pas. Mais le fait est qu'il nous fallait ce déclic post-Coupe du Monde et que c'est à Cardiff qu'il a eu lieu, c'est absolument incontestable. Regarde le plaquage de Biel-Barré à la fin du match qui amène juste après le contre de Tao. Mais Biel-Barré, le plaquage qu'il met à la 78e ou un truc comme ça sur un gars qui est beaucoup plus costaud que lui, il arrive, il te le secoue comme un cocotier. Donc, ils étaient dedans, quoi. Ils étaient des morts de faim, même avec 15 points d'avance. C'est ça l'équipe de France qu'on a vu ces dernières années et c'est ça qu'on aime voir. Donc, on peut être que absolument enchanté. Et franchement, on a un paquet de jeunes joueurs que le monde nous envie. Parce que ce soit Meafou, les frères Tao, Flamand qui fait son retour, le match qu'il fait, un match énorme. Oui. Évidemment qu'il nous manquait ce joueur dans les matchs qu'on a fait précédemment. Évidemment qu'il nous fallait ce joueur-là. Et franchement, on a, avec Georges-Henri Colombe, avec tout ça, un avenir radieux sur des postes clés. Et on sait qu'une succession d'un mec comme Uni Antonio, c'est un vrai sujet. En fait, il a son successeur là. Et non seulement il l'a, mais le mec va être remplaçant, va jouer une demi-heure, 20 minutes derrière lui pendant 1 an ou 2. Après, va devenir le taulier à droite. Et en plus, c'est un ancien du Racing. Voilà. Donc, c'est beau. Et en plus, ils jouent ensemble à La Rochelle. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est fabuleux. Et tu sais, il y a... Comme tu as dit, j'adorais le petit clin d'œil là que tu disais par rapport à les joueurs qui tapaient sur le 9, mais aussi le joie quand Le Garec a marqué. Il me semble que j'avais vu le coup, mais il est super content pour lui aussi. Et tu vois, et ça montre quelque chose. C'est une question de body language, tu vois, le langage corporel. Là, tu revois une vraie équipe qui est vraiment ensemble, et ça fait vraiment plaisir. Une chose, c'est vraiment sûr, c'est que Ramos, il va toujours avoir un endroit sur ce terrain en fait. Et parce que avec son pied c'est un métronome, juste incroyable. Donc si c'est 10, si c'est 15, on s'en fout, il faut qu'il joue quelque chose quelque part. Mais vraiment, il est tellement bon qu'on n'en parle même pas parce qu'on a l'impression que ça fait partie du décor, mais c'est un joueur exceptionnel. Et c'est vrai qu'en plus avoir une telle qualité dans la transformation de jeu au pied, je sais pas s'il a fait 100% ou il en rate une, mais il en rate une seule. Je pense qu'il a fait 20 points. C'est vrai que ça te maintient à flot quand t'as des doutes, quand t'as un buteur comme ça, c'est tellement important pour le mental. Donc il a eu il a vraiment fait son job en numéro 10. Le petit Barré à l'arrière a fait un match tout à fait présentable. De Porter, il méritait peut-être un peu mieux, notamment effectivement après la Chistera, etc. S'il avait pu marquer, ça aurait été génial.
c'est pareil, c'est des joueurs qui sont très jeunes. Ils ont fait leur match, ils ont pris date, ils ont un match référence en bleu maintenant. C'est magnifique pour démarrer une carrière internationale. Donc, tant mieux. Et puis, voilà, bravo à eux. Accessoirement, bravo au staff. Hein. On n'a pas dit que du bien de ce staff ces dernières semaines. Mais là, ils ont su, je pense, trouver les mots, se ressaisir. Donc, chapeau à eux et tant mieux. Ouais, et surtout bravo aux fans qui étaient à Cardiff parce que à la télé on n'entendait que eux, c'était vraiment magnifique. Bravo à tout le monde qui a fait le déplacement. Allez, semaine prochaine, peut-être on va voir un nouveau Français. Je suis pas sûr si tu as vu, mais il y a un certain Antoine Frisch qui est un joueur de Munster qui a 27 ans, qui était appelé par les Bleus. Je trouvais ça assez marrant dans les nouvelles en ce moment. Semaine prochaine, on va pas faire des pronos parce qu'on n'est pas bon en pronos. Non, on est mauvais. Mais ouais, on est mauvais au pronos, mais on a quand même Pays de Galles contre Italie. On a Irlande contre l'Écosse. Et finalement, on a France contre l'Angleterre. Et il y a un tout petit chance qu'on peut, si tu imagines qu'on peut en fait gagner ces 6 nations, il faut plein de choses qui se passent bien, que l'Écosse batte l'Irlande par exemple, et que nous on batte l'Angleterre, je sais pas combien de points. Mais tu imagines qu'il y a dans une semaine, pour nous c'était la fin du monde pour l'équipe de France et tout, et finalement on peut potentiellement gagner ce truc, c'est incroyable. Oui, ce serait un peu. Enfin, ce serait marrant, on peut pas dire autre chose. Rappelons-nous quand même qu'on a gagné de façon assez miraculeuse contre les Écossais à Murrayfield et qu'on n'a pas perdu de façon miraculeuse aussi contre les Italiens à Lille. Donc, personnellement, je trouve que ce serait pas très mérité si comptablement, par un coup invraisemblable du sort qui ferait effectivement que les Écossais aient gagné à Dublin et que nous, on tape sévèrement les Anglais, qu'on gagne ce 6 nations. Bah écoute, si ça arrive, on s'en contentera. Mais ce sera quand même assez loufoque. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un nouveau 6 nations qui va démarrer, celle des femmes, qui va être en 2 semaines. Premier match, ça va être France contre Irlande. Petit coucou à le capitaine, aussi le même capitaine de l'année dernière, Manae Felou, si je prononce bien. Donc ça va être pour bientôt tout ça. Mon cher Théo, on n'a pas beaucoup parlé de rugby. Est-ce que je peux finalement faire ma minute américaine? Oui, bien sûr. Enfin, j'en ai plusieurs en fait cette fois-ci. Minute américaine numéro 1, c'est que The Paris Musketeers. Je ne suis pas sûr si tu te souviens, mais c'est l'équipe de foot américain à Paris. En fait, ils cherchent un coach. Ils cherchent un coach de cheerleading au cas où, si ça vous intéresse. Il y a la saison qui va démarrer bientôt et j'aimerais bien, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas faire une interview avec le monsieur qui gère ce Paris Musketeers. Je pense que ça peut être chouette. Oui, et puis à propos des US, Thierry, on peut quand même pas oublier que Antoine Dupont, qui nous manque à 15, mais avec ses copains du 7, il cartonne, puisqu'ils ont gagné l'étape américaine à Los Angeles du tour mondial de rugby à 7. Donc c'est absolument canon. On voit tous des images d'Antoine Dupont, qui évidemment, comme il est bon à 15, il est aussi très très bon à 7, et je pense que c'est un pur régal. Ça nous donne peut-être des perspectives de médailles, voire de la plus belle des médailles, sait-on jamais, aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est quand même très chouette. Oui, ça fait un bon grand lumière sur le rugby à 7 partout dans le monde. En fait, tout le monde qui sont déjà fans du Sevens qui dit tiens, Antoine Dupont, il est pas mal. Et tout le monde qui est fan du 15 qui commence à regarder les Sevens qui disent c'est super intéressant. Les prochaines, ça va être le 5 et 7 avril à Hong Kong et après en mai, le 3 et 5 à Singapour. Ouais, et puis moi, juste un petit clin d'œil final pour les US, notre basket, NBA, Wemby et tout ça, même si on n'en a pas trop parlé sur cet épisode, je me suis rendu compte que le basket, ça avait été inventé en 1891 par un Canadien qui s'appelle James Naismith, et en fait, qui était un instructeur de sport de la YMCA, donc tu sais, tu vas me dire ça, Young Men Christians Association, qui cherchait un sport à faire aux gars en hiver dans le Massachusetts où il devait y avoir 1 mètre de neige tout l'hiver, il en pouvait plus, et il a dit au mec, voilà, je veux qu'il y ait de la technique, un peu d'esprit d'équipe, machin, etc. Et ils ont commencé ce truc-là, et puis au début ils jouaient avec un ballon de soccer ou de football, et puis dans les années 50 ils ont mis un ballon orange, et maintenant c'est la petite balle orange. Et quand c'est arrivé en France, c'est arrivé par les copains protestants de la YMCA, et donc ça a commencé à se déployer dans les associations protestantes, et après c'est devenu un grand sport français. Donc rigolo, sympa, et on est bien au fin fond de la culture américaine, d'un hiver enneigé, et du moment où il faut quand même faire du sport à tout le monde, et on invente le basketball, et 140 ans après, regarde ce que c'est, c'est quand même fou.
C'est quand même drôle. On parlait de ça, je pense que d'ici 2-3 semaines, je vais faire un podcast de basket avec nos copains à Radio Merguez. Donc, on va tester mes connaissances de basket. Ça va être assez sympa. Ça me donne un peu de temps pour me préparer parce que c'est vrai, en suivant le Six Nations, le foot américain, maintenant, c'est fini. Mais je suis quand même toujours les aventures de Louis Rees-Zamed qui va bientôt être dans le draft. Donc, en espérant d'avoir un peu de nouvelles là-dessus très bientôt. Écoute, mon cher Théo, comme toujours, c'est un grand plaisir de passer ce moment avec toi. Ben, c'est un moment partagé. Il ne manquait que notre Charlie, qu'on embrasse de tout cœur. On espère l'avoir bientôt. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le dénouement de ce tournoi destination absolument génial. Et ça va être impitoyable la semaine prochaine. Et notamment ce crunch, on en salive d'avance. Allez, bon crunch tout le monde. À bientôt. Ciao.